Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Bordeaux et le FC Metz, les Messins qui ont remporté ce match à l'arrache. On a l'habitude désormais de gagner ce genre de match de cette façon, 2-1 à l'extérieur, les Messins qui ont renversé la rencontre, notamment en deuxième mi-temps, avec la présence d'une nouvelle mentalité sur le terrain, la rentrée de certains joueurs qui ont joué un rôle notamment sur le dernier but, on va en parler en détail. Pour ce faire, j'ai monsieur Grenat Forever qui est tout heureux comme moi de cette victoire. Comment vas-tu, Grenat Forever? Ah bah ça va toujours, bonjour Monsieur Socket, ça va toujours après une victoire de Metz, comme Surtout, à chaque fois. surtout celle-là. Surtout celle-là, ça on va en parler, non, ça fait du bien, les week-ends comme ça fait toujours du bien. Ça fait effectivement du bien. Donc justement, puisque cette vidéo sort le lundi, on souhaite déjà une bonne semaine à tous ceux qui vont aller sur le chemin notamment du travail et qui nous écoutent justement, puisque nos débriefs sont assez longs. Donc voilà, un grand merci à ceux qui nous écoutent. C'est aussi un peu l'occasion de vous remercier pour votre soutien. C'est vrai qu'on est un peu plus maintenant de 755 abonnés, quelque chose comme ça. Donc encore un grand merci à ceux qui nous ont soutenus et qui vont nous soutenir par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On vous attend, et c'est le plus important avant de commencer ce débrief, dans les commentaires. Dans les commentaires, on veut d'abord avoir votre opinion sur le match en général, dire un peu ce que vous avez pensé de la rencontre, et bien sûr avoir votre top et flop. Puisque, comme vous allez le voir tout de suite dans le programme de ce débrief, nous allons aborder plusieurs parties, notamment le top et flop. En toute fin de débrief, on va un peu vous donner notre meilleur joueur, et au contraire notre joueur qui nous a un peu déçus. Il y a potentiellement un nom qui se dégage pour beaucoup, mais bien sûr, on va parler de cela en détail, calmement posé. Installez-vous pour ceux qui veulent tranquillement écouter ce débrief. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever? Toujours. Alors, nous partons immédiatement, Grenat Forever, du côté du 11 des deux équipes, l'aspect tactique de ce match, avec ce qui se passe du côté de Bordeaux. Parce que Grenat Forever, Bordeaux, on se disait, en avant-match, d'ailleurs l'avant-match, vous pouvez toujours le retrouver sur la chaîne YouTube, que Bordeaux a beaucoup de problèmes d'effectifs à gérer en ce moment. Tout d'abord, il y a le cas des joueurs qui étaient blessés. On parle bien sûr d'un joueur comme Otavio, Basic qui était espéré finalement n'est toujours pas vraiment remis de sa blessure. Et donc il y a déjà la question des joueurs blessés qui sont quand même assez importants du côté de Bordeaux. Il y a aussi la question bien évidemment qu'on a faveur des joueurs qui étaient suspendus. Au milieu de terrain, il y a un joueur comme Adli qui lui était c'est accumulation de cartons, je crois, si je me trompe pas. Ouais, 3 cartons jaunes en 10 matchs. 3 cartons jaunes en 10 matchs. Benito qui a pris une prune bien rouge, donc un carton rouge contre Nîmes, qui était donc absent, lui qui joue de latéral gauche normalement. Et il y avait le cas de figure qu'on a forever des fameux joueurs pointés du doigt par monsieur Koscielny en conférence de presse, ces fameux joueurs qui sont plus préoccupés par leur fin de contrat et donc moins motivé pour se donner à fond sur le terrain. Il les a pas nommés directement, mais on a compris qu'il parlait notamment de Ben Arfa, tout simplement. Et donc Jean-Louis Gasset devait négocier un peu ces trois aspects de sa composition. Et il décide, Grenat Forever, de faire une tactique qui, pour le coup, ne nous plaît pas. Parce que forcément, nous, quand on voit qu'une équipe se ramène contre nous avec 3 défenseurs centraux, alerte rouge, ça rappelle de mauvais souvenirs, ça rappelle un match pas forcément très simple contre Nice à la fin de la phase aller. Ça rappelle aussi, Grenat Forever, le match contre Saint-Etienne, où Saint-Etienne te met 3 défenseurs qui sont plutôt costauds en face de nous et qui vont nous déjouer offensivement durant tout le match au final, et cette défense de Saint-Etienne nous avait posé beaucoup de problèmes. Et quand on voit ce trio défensif avec Paul Baïs, Koscielny et Mexer, on se dit Grenat Forever, ça va pas être simple quand même de pouvoir offensivement parlant faire mal à cette équipe de Bordeaux. Non, mais on s'attendait peut-être pas à une défense à 3, mais quand on voyait les supporters bordelais, ils s'attendaient à ce que Gasset mette ce système, étant donné que Benito était absent et qu'ils avaient peut-être pas confiance à Pounjé ou Kouateng. Donc ils s'étaient dit, dans la semaine, s'était dit que ce système-là pouvait être plus, pas pour faire chier les Messins, mais plus entre guillemets pour se rassurer côté bordelais, étant donné qu'ils avaient un problème sur les côtés. Mais bon, d'une pierre deux coups, ça fait que c'est un système qui est calqué sur le nôtre et que, évidemment, la dernière fois qu'une équipe avait fait ça contre nous, on avait eu du mal, c'est le peu de le dire, à s'en dépatouiller.
Ça c'est clair. Ah ça t'as entièrement raison, c'était vraiment pas très simple contre ce genre d'équipe là. Vous avez bien sûr les positions moyennes du côté de Bordeaux. Alors on est beaucoup plus Grenade Forever sur un 3-5-2. Hein. Vous voyez que pour le coup on a bien les deux pistons, donc un de chaque côté bordelais. Le côté gauche c'était Oudin, le côté droit si je me trompe pas c'était Sabali. Hein. Et on a la présence notamment d'une position des joueurs très axiale. Hein. On voit que même les attaquants restent beaucoup dans l'axe du terrain, mais on voit bien qu'il y a 3 joueurs au milieu de terrain, à savoir Tom Lacou. D'ailleurs, tu avais parlé de Lacou comme potentiel titulaire dans l'avant-match, hein. Donc finalement Lacou est bien titularisé côté Bordeaux. Mehdi Serkan, accompagné de Jean Serry. Donc c'est un peu les 3 milieux de terrain qui justement essaient de faire la loi dans cette zone. Et les attaquants, bon ben comme vous le savez, Owang n'était pas une surprise, hein, on savait qu'il allait jouer. La question c'était de savoir qui allait l'accompagner et ça a été finalement Samuel Kalou. Qui justement aura un rôle à jouer dans ce match quand même, aussi bien positivement pour Bordeaux que négativement, mais on va en parler par la suite. Côté SMS Grenade Forever, on l'avait expliqué dans l'avant-match, que 3 zones, plutôt 3 postes nous intéressaient dans notre analyse du 11 possible côté messin. Je passe bien sûr l'aspect tactique de la chose, puisque finalement, tactiquement, il n'y a pas vraiment de surprise, même si, on va en parler par rapport à l'attaque, il y a quand même un petit changement par rapport à Nice. En tout cas, quand on prend poste par poste Grenade Forever, bien sûr, on va parler du poste de piston gauche, parce qu'on sort du match de Nice, avec une titularisation de Mathieu Hudol, où il a pu s'illustrer, avec une passe décisive, et on se disait, ok, on a déjà été surpris de voir Hudol titulaire contre Nice, alors que Delaine, le match d'avant contre Strasbourg, s'était montré plutôt à son aise, en marquant un but. Est-ce qu'on va repartir sur à nouveau un Mathieu Hudol donc pour poursuivre sa performance de Nice, ou alors le retour de Thomas Delaine, avec peut-être la perspective de se dire, ok, mercredi prochain, match contre Angers en championnat, finalement on mettra peut-être Hudol à cette occasion-là, et 3 jours plus tard, match en Coupe de France contre Valenciennes, et là on mettra de l'aide, donc ce qui fait que aucun des joueurs ne va enchaîner va enchaîner 2 matchs en 3 jours, et donc tu vas pouvoir un peu conserver l'état de forme de tes 2 latéraux défensifs. Toi, Grenade Forever, évidemment, qui est, je vous le rappelle, hein, c'est un ultra fan de Thomas Delaine, hein, c'est-à-dire que lui, même si Delaine rate 5 matchs, il va continuer à dire que c'est le meilleur latéral gauche du FC Metz, mais c'est pas grave, il aime Thomas Delaine. Donc Thomas Delaine, si tu écoutes, hein, tu es un ultra fan à la maison du Grenat. Mais donc toi, Grenade Forever, tu vois Thomas Delaine, évidemment, tu exploses de joie. Oh évidemment, très 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 heureux, mais je le sentais un peu. J'avais dit que vu la faiblesse sur les côtés de Bordeaux, je me disais qu'à Thomas Delaine pouvait être tellement impactant et leur faire mal. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il l'a mis titulaire plutôt qu'à Hudol, parce qu'Hudol aurait mérité de continuer après la performance qu'il avait fait. Mais je pense que, je te l'ai dit en off, Pierre, je pense qu'il n'a pas forcément Antonetti de hiérarchie et il décide en ce moment, comme il a 2 latéraux qu'il considère au top niveau, il a une alternance d'un match à l'autre et je pense pas que c'est forcément une question de match dans 3 jours ou en Coupe de France. Même si là, du coup, le fait que Delaine ait joué hier, peut-être qu'Hudol jouera certainement mercredi et l'inverse dimanche, je pense qu'il va y avoir une alternance jusqu'à la fin de saison. Ouais, même si on le rappelle que normalement, la période des matchs tous les 3 jours devrait se calmer pour le reste de la saison. Elle va s'arrêter la semaine prochaine, c'est la dernière fois je crois qu'on joue en semaine, sauf si évidemment après on passe peut-être encore 1 ou 2 tours en Coupe de France, mais ça va se calmer pour la fin de saison, quoi. Le reste, Grenade Forever, c'est bien sûr le milieu de terrain. Parce que Maïga est suspendu, et donc on se demandait, avec la liste des milieux de terrain disponibles, hein, qui se résume à 3 noms, les noms c'était Angban, Fofana et Chipembe. J'ai exclu Boubacar Traoré de cette liste, vu que il n'a pas joué cette saison et qu'il y a quand même du monde devant lui, et je ne mets pas bien sûr un Mazis, qui là pour le coup est un choix ultra offensif dans cette zone du terrain. Donc ça se joue vraiment entre 3 milieux de terrain, ces 3 milieux de terrain là pour accompagner Pape Matar Sarr. Il y avait un 4e nom que je ne mets pas volontairement, parce que pour le coup j'imaginais absolument pas le voir titulaire parce qu'il avait un manque de rythme. C'était le choix de Grenade Forever en avant-match, parce que lui pensait que Pajot pouvait démarrer le match. Franchement, Grenade Forever, avec le recul, on va en parler après, mais je pense que
On a quand même bien fait de pas mettre Pajot sur le terrain en tant que titulaire. Hein. Ah non, non, bah oui, bah après j'aurais été content de le voir, mais c'est vrai que vu le manque de rythme qu'il a eu les 20 dernières minutes, même si son entrée n'est pas inintéressante, oui, je suis d'accord, on a bien fait de pas le griller tout de suite. Et au final, le fait de l'avoir fait jouer que 20 minutes, c'est bien par rapport aux échéances qui arrivent. Donc pour le coup, on a un Victorien Angban qui finalement est choisi, qui est, comme j'ai bien aimé le rappeler à de nombreuses personnes, qui est la moins pire des solutions. Hein, parce que quand vous prenez évidemment les possibilités, Chipembe s'était pas entraîné le vendredi, et donc le risque qu'entre guillemets il ne rentre pas bien dans son match était quand même important, hein, pouvait exister. Et le reste, c'était Fofana ou Angban, deux choix qui sont très défensifs. Et je me disais que Angban étant quand même un joueur qui défensivement parlant est censé être performant. Alors oui, c'est très surprenant, mais quand vous regardez en détail, il est effectivement quand même défensivement performant. Offensivement, on sait très bien ce qu'on en pense, on l'a déjà dit à de très nombreuses reprises. C'est très très compliqué. Donc c'était un peu la moins pire des solutions de mettre Angban avec Pape Matar Sarr. Et finalement, Grona Forever, c'est ce duo-là. Avec une différence importante de Grona Forever par rapport à Sarr, n'empêche. Différence par rapport à Nice. On avait dit que tu sais, Sarr était normalement aligné sur la droite contre Nice parce que justement on voulait pas trop exposer le côté gauche avec avec la présence de Delaine et de Sarr, vu que Delaine on sait va monter beaucoup, Sarr risque de monter beaucoup vu que c'est un peu en plus le seul joueur qui va aller vers l'avant entre lui et Angban. Il y avait une inquiétude de se dire que ce côté gauche messin pouvait être exposé, quoi. Il y avait une très grosse inquiétude. Après, est-ce qu'il a changé? Parce que. Ah non, je n'ai pas d'explication du pourquoi, du comment. Bah c'est bizarre parce que, Final... parce que finalement, Grona Forever, tu te défensivement, tu vois, pour moi, le changement. Est-ce qu'il voulait créer vraiment un côté fort avec de l'Enessar pour vraiment appuyer là où ça fait mal, même si du coup on a vu que c'était du côté de Sabali dans le système A3. Sabali en première mi-temps a quand même été, on peut le dire, assez impactant, ou du moins les 20 premières minutes. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant. Est-ce que c'est aussi du fait que Fabien Santonze étant un peu à la rue sur le dernier match, on n'a pas voulu aussi sécuriser un peu le côté de Fab Santonze parce qu'en ce moment il était moins bien? Je sais pas, mais c'est peut-être une idée aussi qu'Antonetti a eu. Comme d'habitude, Monsieur Boulaya est là pour agrémenter les attaquants de ces de ballons, hein, avec ses magnifiques passes. Mais bien sûr, la vraie question, c'était quel duo au niveau de l'attaque. Juste pour rappeler, il n'y a pas de hiérarchie, comme vous le savez, au FCMS au niveau de l'attaque. On a fait beaucoup de duos qu'on a testés durant cette saison. Et évidemment, il y a eu ce qui s'est passé contre Nice. On s'est interrogé, on s'est dit, est-ce que en pressant haut dans le début de match, l'un des duos ne serait pas meilleur que l'autre? Par exemple, si on presse haut, je ne sais pas, un Leia ICK dans la surface pourrait être très intéressant. Hein, si jamais on décide de presser haut, il y avait une question qui se posait dessus. Toi, Grona Forever, quand tu vois ce duo Leia ICK et Lamine Gay, qu'est-ce que tu penses de la présence de ce duo? On l'avait dit en avant-match, on pensait que ça allait être ce duo-là. Et paradoxalement, c'est un duo qu'on n'avait pas eu depuis. On n'avait jamais eu ce duo en phase retour. Hein. J'avais fait quelques petites stats. On l'a eu sur la fin de la phase aller, mais depuis le match à Lyon, on n'avait plus vu ce duo Iseka-Gay. Donc on l'a réclamé pour ce match-là, mais c'est vrai que dans la tête d'Antonetti, c'était un duo qu'il n'avait plus mis depuis quand même quasiment 2 mois. On est étonné, non, parce qu'on a vu qu'à Nice, vu la première mi-temps, on pouvait se dire si on jouait de la même manière, un Iseka pouvait être important et la Mingay, c'était logique de le faire continuer. Mais au vu de la physionomie des 2 derniers mois, c'est un duo qui peut étonner. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça a donné, bien sûr. Et donc, on a fait un peu le tour de l'aspect tactique côté FCMS. Ça va nous permettre d'aller tête la première dans le match. Donc, Grona Forever, je te propose que l'on regarde ce qui se passe durant cette rencontre, le contenu de ce match. Un match Grona Forever qui est coupé en deux. Il y a du bon entre la 20e minute de jeu et la 91e, 92e, mais il y a du moins bon, voire même du pas très bon, avant la 20e. Et je vous propose qu'on ait tout d'abord sur cette première période, de la première à la 20e minute de jeu. Franchement, Grona Forever, quand tu vois ce qui s'est passé, est-ce que tu trouves pas qu'il y a une totale incohérence entre ta composition d'équipe, c'est-à-dire le fait d'avoir
un finisseur et joueur de surface comme Leia Iseka, d'avoir un latéral, notamment un piston gauche offensif, qui est donc, comme il va souvent monter, c'est automatiquement une rampe de lancement de ballon pour Leia Iseka, puisqu'on sait que si Delaine attaque haut, il peut notamment se centrer pour des joueurs présents dans la surface de réparation. Honnêtement, Grenade Forever, tu trouves pas que il y a un truc qui va pas, quoi, entre le choix des hommes et ce qu'on a vu pendant 20 premières minutes de jeu, où en fait le FC Metz a tout simplement joué en accordéon et a joué très très bas. Ah bah ça, c'est... Faudra poser la question à Frédéric Antonetti. Est-ce que c'était une consigne? Parce que le nombre de matchs où on commence les matchs, où on joue bas et que on est enfin pas dans la gestion, mais c'est au fil du match on commence à monter le bloc, le temps que l'équipe adverse se fatigue pour nous prendre le pas physiquement. Ça aurait pu se comprendre si tu encaisses pas un but rapidement. Après, contre ce Bordeaux-là malade, et vu le choix des hommes, tu pouvais t'attendre, c'est vrai, à un autre début de match. Contre cette équipe malade, je pense qu'il fallait les agresser dès le début de match, les laisser la tête sous l'eau. Là, tu les as laissés, entre guillemets, jouer assez confortablement dans un fauteuil, sans être réellement mis en danger. Mais après, malheureusement, tu prends ce but assez rapidement, copie conforme des buts qu'on a l'habitude de prendre. Et puis, du coup, ton plan, si c'était un plan de jouer comme ça sur la première mi-temps, il tombe à l'eau, quoi. Ah bah oui, et surtout, là où je comprends pas, c'est que comment tu m'expliques que pendant les 2 matchs précédents, notamment le match de Nice, puisque le match de Nice, finalement, c'est un match qui est vraiment rentable, dans le sens où tu vas, quand tu presses Nice durant la première mi-temps, c'est rentable, tu marques 2 buts, donc tu te dis, si ta force actuelle c'est ça, et qu'en plus, dans ta composition d'équipe, et ça c'est très important qu'on a fait voir, dans ta composition d'équipe, tu mets quelque chose en adéquation avec cette idée de presser haut et donc de créer beaucoup de jeux dans la surface de réparation adverse, je comprends pas, il y a un truc qui va pas en fait, tu vois. Pourquoi jouer, encore une fois, j'ai vu ces fameux ballons longs, tu sais, pour Leia Iseka, j'ai dit mais attendez une seconde, mais Leia Iseka c'est pas un mec qui peut faire 35 mètres, 30 mètres, balle au pied, va jusqu'au but et marque. C'est pas open get. La problématique avec Leia Iseka, Grenade Forever, c'était la même qu'avec Diallo. Diallo n'est pas un joueur qui pouvait prendre la balle à 30 mètres et aller jusqu'au but. C'est pas open get. Open get peut prendre la balle à 30 mètres, dribbler un joueur, 2 joueurs et aller au but et frapper. Et donc, jouer hyper long comme ça, à moi d'avoir un coup de chat d'un ballon long qui passe dans le dos de la défense, comme par exemple le but que tu marques contre Nantes lors de la phase de la phase retour. Mais sinon, c'est quoi l'opportunité pour un Leia Iseka de se montrer durant cette période? Rien en fait. À partir du moment où t'es pas présent dans la surface, il peut pas avoir de ballon et il pèse pas, absolument pas, sur le match offensivement. Et c'est vrai que il y a un changement qui est instauré à partir de la 15e, 20e minute de jeu, notamment, et tu en as un peu parlé, par rapport au but que tu encaisses. Et donc là, c'est un peu pour vous montrer ce qui se passe sur ce but. Alors, je disais, Grenade Forever, dans l'aspect tactique, que cette histoire du côté gauche, alors forcément, je sais pas qu'on s'inquiétait, mais bon, on savait très bien que ça pouvait arriver de se prendre, tu sais, quelque chose de ce côté gauche. Bon, vous avez qu'à voir qui est le passeur décisif sur le but marqué par Kalou, mais c'est quand même Monsieur Sabali, qui en plus, mine de rien, réussit à centrer. Alors l'action, vous la verrez, nous, c'est vrai que on essaie de regarder un peu ce qui se passe, mais il y a Sabali, en fait, réussit tout d'abord à remporter un duel important, Grenade Forever, sur le premier but marqué, c'est contre Thomas Delaine. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je te disais avant le match que j'avais vu une vidéo d'il y a quelques mois ou peut-être un an de Balzaretti qui expliquait comment en tant que latéral tu devais défendre face à un autre latéral ou à un joueur de côté, tu vois. Et il expliquait notamment la position du corps. Il disait le but d'un latéral quand il est face à un autre latéral notamment, c'est de pousser ce latéral à aller sur l'extrémité du terrain. Pourquoi ? Parce que ça permettait à tes autres joueurs de se replacer, d'accord ? Derrière toi, à ton niveau, et justement pour mieux organiser la défense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Delaine, sur cette défense, et tu verras très très bien ce qui se passe, c'est qu'en gros, il veut faire un geste pour anticiper une frappe, parce qu'il pense que Sabali va frapper, mais en fait, en faisant ce geste où il se jette dessus, et Sabali réussit à l'éliminer, parce qu'en gros, Delaine s'élimine tout seul, en fait, avec ce geste. Et après, en fait, en faisant ce geste où il se jette un peu vers l'avant avec son pied gauche de l'aide, Sabali prend une accélération,
Delaine est forcément en retard sur Sabali. Derrière, on a le soutien. Je crois que ça, alors faut vérifier, mais je crois que c'est Sarr qui apporte un soutien, mais malheureusement, ça rate son intervention. Sabali tire dans la surface, à l'entrée de la surface de réparation. En fait, c'est une sorte de centre-tir hein, pour Wang. La balle revient dans les pieds de Sabali. Sabali qui centre avec ses fameux centres en retrait, Grenade Forever. Hein. Les fameux centres en retrait. Je vous rappelle quand même que les centres en retrait sont coupables d'un but encaissé contre Lille, le but de la défaite, hein, contre Lille en début de saison, contre le Paris Saint-Germain, bien sûr en début de saison, contre Marseille où on perd la victoire et on obtient un match nul, notamment avec ce but, je crois, de Sanson, qui est aussi un centre en retrait. Hein, pour ne pas changer. Vous avez aussi bien sûr le but encaissé contre Nantes en phase aller. Enfin bref, vous avez toute une ribambelle de buts encaissés côté messin qui sont en fait de ces fameux centres en retrait où je veux souligner Grenade Forever, cette belle muraille de Chine, comme je l'appelais dans la zone des 6 mètres, où on a quand même, mine de rien, 3 défenseurs messins qui sont dans cette zone-là pour couvrir. Alors, au grand maximum, il couvre Wang, mais Wang n'est pas vraiment dans cette zone à proprement parler des 6 mètres. Hein. Et on a quand même 3 messins dans cette zone, dans cette zone des 6 mètres, donc en fait qui servent à rien, en gros. Et ils servent tellement à rien que Kalou, lui, il c'est tout seul et récupère ce centre de Sabali et Kalou marque dans le but. Ukija ne peut rien faire, bien sûr. Statique, hein, comme notamment les 3 défenseurs qui étaient présents dans la zone des 6 mètres. Et Bordeaux ouvre le score à la 14e minute de jeu. Et là, Grenade Forever, je te dirais que quand il y a ce but marqué par Bordeaux, le spectre très important de Saint-Etienne apparaît quand même. Quasiment même cas de figure. Hein. Saint-Etienne qui n'a pas vraiment beaucoup d'occasions concrètes à ce moment-là. Ils ouvrent le score et on se dit, c'est bon, c'est reparti comme Saint-Etienne. Bordeaux va mettre le verrou et tu vas rien faire. Je rappelle quand même que contre Saint-Etienne, la deuxième mi-temps exécrable, 0 tir cadré. Donc c'était la grosse inquiétude sur cette ouverture du score bordelaise. Toi, Grenade Forever, tu as été un peu dans le même sentiment quand tu vois ce but de Bordeaux ? Moi, je suis arrivé au moment où Bordeaux marque, donc j'ai revu le premier quart d'heure après, donc je pense que j'aurais eu ce sentiment si j'avais vu le début de match. Mais c'est vrai que quand du coup je vois le but de Bordeaux et que je vois la réaction messine tout de suite, j'ai été assez rassuré. Je me suis dit que voilà, même si on a pris un but, tu sentais que les joueurs étaient, voilà, ils avaient les possibilités au fil du match au moins d'égaliser. Ça, j'en avais quasiment la certitude. De renverser le match, je sais pas, mais au moins d'égaliser, pour moi, c'était une certitude. Et je savais qu'il fallait par contre égaliser peut-être assez rapidement parce qu'on savait que Bordeaux allait certainement craquer physiquement en deuxième mi-temps, étant donné que leur dernier match, comme les mecs ne courent pas et que tu travailles pas à l'entraînement, forcément, en match, tu peux pas avoir un rythme, tenir ce rythme pendant 90 minutes, hein, c'est pas possible. Hein. Finalement, ce que je disais, notamment des propos d'Anthony ici, c'est qu'à partir de ce moment-là, Metz a commencé à comprendre, pas totalement, hein, mais ils ont commencé à comprendre que il va falloir peut-être pas forcément jouer de la même façon que contre Saint-Etienne, où là, contre Saint-Etienne, vraiment l'envie d'aller égaliser, on le sentait pas vraiment, tu vois, c'était un peu une envie timide, et on a commencé à voir cette équipe de Metz qui, pour le coup, avait son bloc qui était un petit peu plus haut. Alors, il était un petit peu plus haut, mais pour moi, le vrai gros problème de ce qui se passe, c'est que certes, tu avais le sentiment que Metz, dans la deuxième partie de la première mi-temps, voulait aller vers l'avant pour presser l'adversaire, mais tu as toujours cette défense centrale, Grenade Forever, qui est restée très en retrait, qui voulait pas monter le bloc, tu vois, qui voulait pas pousser les autres à monter, ce qui fait que par ricochet, eux avaient du mal à monter, ça avait du mal à pousser les milieux de terrain à monter aussi, et vous savez que un joueur comme Victorien Angban, il faut lui mettre un peu des claques aux fesses pour qu'il monte plus haut sur le terrain, parce que c'est pas de lui-même qu'il va jouer haut. Hein, ça, vous prenez tous les matchs auxquels il a participé cette saison, c'est tout le temps pareil. Vous savez qu'Angban, il va pas de lui-même se dire « Ah mais attends, mais je vais aller presser haut ou je vais accompagner haut une action. » Non, lui, le monsieur, il reste timide un peu en arrière. Il fallait donc un peu lui mettre des petites claques aux fesses pour qu'il monte. Malheureusement, comme ça n'a pas été le cas, on a certes vu du mieux, notamment en termes d'action, après ce but encaissé contre Bordeaux, mais pas encore avec la vraie volonté d'avoir ce bloc haut. C'est pour ça que je disais que
De la 20e à la fin de la première mi-temps, il y a notamment cette action de Lamine Gueye, tu sais, mais qui illustre bien mes propos. C'est-à-dire qu'à la 20e minute de jeu, cette action de Lamine Gueye, regardez le nombre de joueurs qui sont autour de Lamine Gueye. C'est pas non plus le bloc hyper haut. On va avoir quand même encore d'autres occasions. Mais c'est pas encore une vraie volonté d'aller vers l'avant et d'étouffer cette équipe de Bordeaux. Il y a la deuxième mi-temps qui, par contre, est autre chose, Golden Forever. Là, la deuxième mi-temps, t'as compris, t'as une équipe qui enfin comprend qu'il faut avoir le bloc défensif assez haut. Et donc, vous avez bien sûr ceux qui ont pu voir le match, notamment la ligne des défenseurs centraux qui, pour le coup, est très très haute, quasiment au niveau du milieu de terrain. Ce qui fait que là, pour le coup, ça va pousser les milieux de terrain à être un peu plus haut et être un peu plus au contact des attaquants. Et là aussi, ça va permettre quoi? Ça va permettre surtout d'avoir des attaquants dans la surface de réparation qui vont pouvoir mettre une vraie pression sur les défenseurs adverses. Et je dirais, Grenade Forever, que finalement, cette volonté-là d'aller vers l'avant, de chercher vraiment cette égalisation, évidemment, elle est couronnée quand même de ce but marqué à la 72e minute de jeu par Thomas Delaine. Toi, quand tu vois ce but Grenade Forever, évidemment, tu es en extase, hein, vu que c'est ton héros qui marque. Hein. Mais pareil, ce but pour toi il est libérateur. Ah, il est libérateur, et évidemment. On poussait tellement, Costil nous avait quand même dégoûté. Il sort deux grosses parades avant. Tu te dis, bon, bah voilà, Costil va peut-être sauver la peau des Bordelais, qui physiquement ont complètement baissé le pied. Mais puis ouais, Delaine qui marque, en plus du pied droit, c'est libérateur. Puis tu sentais que là, dès qu'ils ont égalisé, j'ai vu qu'il restait 20 minutes, je me suis dit, c'est pas possible, on va le gagner. Puis en plus, Metz avait quand même corrigé le problème Kalou et Sabali. Kalou était peut-être le seul qui a amené du danger. Ils ont fait beaucoup de prises à deux en deuxième mi-temps sur lui. Et au final, du coup, il a moins été impactant. Parce qu'au final, il y a seule l'action du contre où Delaine est un peu en retard. Et donc voilà, et puis non, mais l'égalisation est logique. Et puis que ça soit Thomas Delaine, pour moi, c'est évidemment incroyable. On en parle de la passe décisive de John Boy ou on n'en parle pas? Ah bah la passe décisive est magnifique parce qu'elle casse de ligne. Bon, c'est mal défendu par le latéral bordelais qui, je sais pas pourquoi, se retrouve axial, peut-être pour couvrir la zone, mais John Boy fait une merveille de passe qui casse complètement de ligne et Delaine n'a plus qu'à aller... il a son duel avec Paul Bice qui, pour le coup, on en revient à ce que je vous disais sur l'histoire de comment on appelle ça, de la façon de défendre. C'est que Paul Bice, en fait, défend un peu en dos, avec son dos en fait exposé par rapport à Delaine. Et en fait, encore une fois, comme je vous le dis, n'invite pas Delaine à aller vers l'extérieur en fait. Il l'invite pas. Il devrait l'inviter à aller vers l'extérieur pour que justement Delaine, s'il doit faire une frappe par exemple, soit dans un angle un peu plus fermé. Et le problème, c'est que la façon dont défend Paul Bice, qui est une façon malheureusement qui est très passive, hein, puisqu'au final il l'invite absolument pas. En fait, Delaine a son corps, il a son but en face de lui. Tu vois, son corps est ouvert et il peut faire ce qu'il a envie. Il peut l'emmener sur la droite avec son pied, enfin sur la gauche avec son pied droit, ou il peut ouvrir son pied pour une frappe. Et pour le coup, c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir son pied avec son pied droit. Et il va effectivement enrouler sa frappe et tromper Kosil. Donc on peut dire que c'est mal défendu de la part de Bice, mais bon, Delaine prend la bonne décision et permet à Metz de revenir. Mine de rien, Grenade Forever, cette égalisation, très importante parce que, on l'a pas dit, mais quelques minutes auparavant, il y a quand même ce raté de Kalou. Si Bordeaux mène 2-0, est-ce que tu vois ce but de Delaine arriver ? Je rappelle quand même que, juste avant de demander ton avis dessus, je rappelle quand même que cette action de Kalou, en termes de temps, on est je prends note tout de suite, à la 64e minute de jeu. D'accord ? 7 minutes plus tard, donc il y a le but de Thomas Delaine. Tu penses qu'il serait arrivé ce but si Metz était mené 2-0 ? Arrivé, je sais pas sûr. Peut-être que ça nous aurait certainement mis un gros coup derrière la caboche, étant donné que Bordeaux n'était quasiment pas sorti de leur camp en deuxième mi-temps. Bon, là, ils sortent sur un compte, ça aurait pu faire mal. Donc ouais, c'est un fait de jeu. Heureusement pour nous, elle n'a pas été mise au fond, mais je pense pas qu'on serait forcément revenu au score derrière. On aurait pris un sacré coup sur la tête. Ouais, certainement. Moi, je pense réellement que c'est vraiment
c'est l'un des moments clés de ce match, hein, ce raté. Alors vous verrez le raté, et il tire totalement hors dehors du cadre, alors ce qui devrait normalement être un but. Mais c'est vraiment le tournant du match côté bordelais et côté messin. Et là, Wakanda Forever, on sent quand même derrière le but que Metz peut... Enfin, que le momentum a changé par rapport à la première mi-temps, par rapport aux 20 premières minutes de jeu, que Metz peut aller chercher la victoire. Elle peut aller chercher la victoire, même si, tu vois, on sent que dans les 5 dernières minutes du match, cette énergie que tu as déployée depuis la reprise commence à s'estomper. Et donc, on se demandait, ouais, ça va être très compliqué de pouvoir espérer quelque chose d'autre que ce match nul. Je veux quand même noter la rentrée en jeu qui correspond un peu à cette idée, justement, tu sais, d'un sentiment de manque, pas de fraîcheur, mais tu sais, un peu de fatigue par rapport à cette fin de match. 83e minute de jeu, rentrée de monsieur Thierry Ambrose. Alors, aux grandes dames des supporters qui se sont dit nom de Dieu, Thierry Ambrose, et il nous laisse Yad sur le banc de touche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, les gens étaient absolument pas outrés, mais dans l'incompréhension. Mais cette rentrée, pour moi, répond bien à cette problématique de ces 5 dernières minutes de jeu où Metz a un peu plus de mal à taper dans les Bordelais. Et là, à Wakanda Forever, nous arrivons à ce grand moment de football. 91e minute de jeu, cette action. Alors, d'ailleurs, qui a beaucoup été commentée côté bordelais Wakanda Forever, un peu paradoxalement, parce que il y a cette faute que siffle l'arbitre sur le côté gauche, avec pour le coup, moi personnellement, je comprends pas pourquoi il siffle faute là, l'arbitre. Pourquoi est-ce qu'il laisse pas l'avantage de Wakanda Forever? J'en sais rien. Tant mieux pour nous. Oui, tant mieux pour nous. Mais ouais, je sais pas, est-ce que comme il y avait beaucoup de Bordelais, il s'est dit que l'avantage dans tous les cas n'irait pas à son terme, donc autant siffler coup franc tout de suite. Ouais. Je sais pas, mais En tout cas, le coup franc, il est rapidement joué par c'est qui? C'est Thomas Delaine qui joue rapidement, non? oh, c'est Wagner Diaz Ah, Wagner Diaz, pardon, excuse-moi. qui est au départ de l'action, Ouais. hein, c'est lui. Qui s'est joué rapidement par Metz. Alors la balle roulait un peu, hein, certains disaient. Non, mais cette volonté de jouer rapidement, cette volonté, alors on pouvait se dire, bah voilà, t'as la 91e, est-ce qu'il faut pas temporiser, enfin te contenter de ce point, je sais pas. Mais du coup, les mecs, la mentalité de jouer vite, ce coup de pied arrêté, ça prouve qu'ils ont cherché à gagner jusqu'à la fin. Hein. Ouais, parce que cette contre-attaque, en fait, elle est menée par 3 joueurs. Il y a Boulaya, Wagner et Thierry Ambrose. Et en gros, Boulaya, je crois, envoie sur Wagner. Wagner la redonne à Boulaya. Boulaya qui l'envoie plutôt bien un peu en profondeur pour Thierry Ambrose. Et là, Thierry Ambrose qui... Alors, c'était un grand débat. Moi, j'ai mon avis sur la question. Certains disaient que Ambrose cherchait à tirer au but. Moi, Wakanda Forever, j'ai le sentiment, vu l'ouverture de son pied, qu'au contraire, il avait repéré Wagner au second poteau laissé seul, parce qu'il y a quand même 3 Bordelais qui sont mis dans le vent et qui laissent seul Wagner au second poteau, et qu'en fait, même si la passe elle est ratée, parce que vous verrez la passe d'Ambrose elle est ratée, mais l'intention de la passe, pour moi, elle est bonne, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir Wagner. Et effectivement, cette passe trouve Wagner au second poteau. Alors je dis elle est ratée parce que regardez l'angle qu'elle prend la balle, hein, Kostil est pas non plus très très loin de l'intercepter. Tu vois, on est plus proche d'un arrêt de Kostil que d'une balle qui arrive dans les pieds de Wagner. Hein. C'est pour ça que je parle de passe ratée. Mais pour moi la volonté est vraiment de faire une passe, de faire vraiment une passe pour Wagner, et Wagner qui prolonge dans le but, et donc les Messins qui emportent ce match en toute fin de rencontre, avec donc une passe décisive de monsieur Thierry Ambrose. Je rappelle que Thierry Ambrose vient de réaliser à travers cette passe décisive sa première action décisive sur les couleurs du FC Metz. Champagne, bien sûr. Ah bah Champagne, c'était inattendu, c'est irréel ce qui s'est passé. Pour moi, je suis persuadé par contre que c'est un tir raté, enfin un tir complètement dévissé qui se transforme en passe décisive, mais bon, si ça peut faire plaisir aux gens de dire que c'est de l'intelligence, ça veut dire de prendre l'information avant qu'ils reçoivent le ballon, de voir Wagner et de faire une passe, enfin une genre de passe en profondeur, sachant que Wagner va suivre. Là, ça voudrait dire qu'il y a une intelligence de jeu qu'on n'avait pas jamais vue sous Thierry Ambrose. Ouais, mais tu vois, Wakanda Forever, moi je me dis que s'il veut frapper au but, il ouvre pas son pied comme ça en fait. En fait, je pense qu'il fait pas exprès d'ouvrir son pied comme ça. En fait, tu penses qu'en fait, tu penses qu'il veut frapper, mais qu'en fait, dans ce moment-là, son cerveau part un peu en vrille, et au lieu de frapper un coup de pied, mais vraiment un bon coup de pied en frappe dans le but, son pied part en vrille, passe en intérieur du pied,
Parce que, de toute façon, moi, j'ai jamais vu un attaquant dans cet angle-là frapper de cette manière du pied droit sur le côté droit pour tromper un gardien. Surtout de l'angle dans lequel il est. Encore une fois, pour moi, son pied, il est ouvert en direction de Wagner. Hein. Regarde bien la position. J'ai fait un arrêt sur image pour ceux qui nous écoutent, mais son pied est ouvert vraiment en direction de Wagner. Hein. Après, moi, ce que je pense réellement, c'est que sa passe, elle est ratée. Pour moi, l'intention est là, mais la passe, elle est ratée. La preuve, elle fait, vous voyez, quand vous voyez cette passe, cette passe, en fait, elle fait des petits rebonds avant d'éliminer Kostil, tu vois. Donc, elle est ratée, mais l'intention est pour moi présente. Et donc, bonne nouvelle pour Ambrose, qui est enfin décisif avec le FC Metz. Hein. Bonne nouvelle aussi pour Wagner, qui donc réussit aussi sa rentrée, en marquant à nouveau sur une rentrée en jeu. Ce qui était déjà le cas dans le match contre Brest, hein, où il était rentré. Il avait provoqué un penalty et il avait transformé ce penalty. Donc deuxième but de la saison pour Wagner Diaz. Et donc là, voilà quoi, tu as renversé ce match de manière assez inattendue, mais finalement pas si inattendue que ça quand tu prends le déroulé, notamment les vraies intentions de presser haut que tu as en deuxième mi-temps, qu'on a commencé à avoir en milieu de première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps. Et finalement, Grenoble Forever, t'as été chercher ta victoire, quoi. T'as été forcer le destin, on peut dire ça. T'es monté en puissance tout au long du match. T'as retrouvé une capacité physique où tu marches sur ton adversaire en deuxième mi-temps, des capacités athlétiques assez quand même impressionnantes depuis 2 matchs. Enfin, la semaine dernière, la première mi-temps surtout, et là, pendant 75 minutes. Non, c'est logique. Puis comme on avait dit la semaine dernière, il faut savoir profiter entre guillemets des mauvaises passes et des circonstances du moment quand on joue des équipes qui sont malades. Les années d'avant, quand on jouait contre ce genre d'équipe, nous on avait surtout l'habitude de relancer ce genre d'équipe. Là, contre deux équipes un peu au creux de la vague au moment où on les joue, on a su faire le travail, contrat rempli, 6 points sur 6. Que demander de mieux? On va regarder Grenoble Forever, les conséquences de cette victoire au classement. Que nous dit le classement? À l'heure actuelle, le FC Metz, alors au moment où on fait ce débrief, il y a les matchs du dimanche après-midi et du dimanche soir qui doivent avoir lieu, qui en plus impliquent des concurrents directs, donc vous aurez le classement mis à jour avec tous les matchs qui auront lieu ce dimanche. Nous, pour information, au moment où on fait ce débrief, le FC Metz est 5e avec un total de 41 points. Le maintien est, historiquement parlant, quasiment obtenu. On peut le dire. On va dire qu'il manque un point. Ouais, on va dire qu'il manque un point, mais historiquement parlant, le maintien, il est en tout cas obtenu. On peut le dire. Et donc le FC Metz qui se donne par exemple beaucoup d'air par rapport au 11e actuel qui est Bordeaux. N'empêche, cette victoire permet d'avoir 8 points d'avance sur Bordeaux qui est 11e. Donc dans la course au top 10, ce résultat est une très bonne chose. Vu que le maintien est quasiment assuré, le deuxième objectif, je pense, côté messin, maintenant, ça va être le top 10. Hein. Et donc dans cet objectif... Et la barre des 50 points. Et la barre des 50 points. Mais dans l'objectif du top 10, on est très très bien embarqué pour l'instant. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va terminer Grenoble Forever par bien sûr la traditionnelle période des top et flop. Donc on vous invite à ceux qui nous écoutez, vous les auditeurs et auditrices, on vous invite à nous donner votre top et votre flop. On va donner chacun, Grenoble Forever et moi-même, notre top et flop. On va commencer Grenoble Forever par bien sûr... le flop, en beauté. Quel est pour toi le flop de ce match? Victoria Angban. Peut-être. Oui, non, mais c'est même pas peut-être. Si on aurait voulu être tatillon, on aurait pu dire qu'Aaron Leia Iseka, mais c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il a peut-être pas été mis dans les bonnes conditions par rapport à son style de jeu. Donc à Victoria Angban, qui avait une carte à jouer aujourd'hui, enfin hier, en l'absence de suspension d'Abim Maïga, malheureusement, on peut pas dire qu'il ait saisi cette opportunité. Bien au contraire. Donc c'est dommage, j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage pour lui. Est-ce qu'il est... le fait de ne plus être titulaire, c'est ce dernier mois, ça l'a complètement... pas flingué mentalement, mais ça lui a mis un coup derrière la tête. J'en ai eu l'impression hier. Donc bon, il a été fidèle à ses derniers matchs. Et moyen, surtout par rapport à son compère du milieu de terrain, alors que ça, normalement, en théorie, ça devrait être l'inverse. Bien sûr. En théorie. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que il a pas fait malheureusement un très bon match, monsieur Angban. Donc je vais dire pareil. Alors pour le coup, moi je suis très, on va dire très critique envers lui. Et encore une fois, je précise, hein, c'était pour moi le moins pire des choix à faire au milieu de terrain. Et donc c'est pour ça que moi-même dans ma composition, je disais que ouais, il va mettre Angban.
pour les raisons expliquées. Le seul truc où j'ai vraiment un peu de regret, c'est que sur ce match, mine de rien, il a été défensivement pas extraordinaire, hein. Vous verrez les stats notamment de duels gagnés. Il est parmi c'est parmi son plus mauvais match défensif parmi tous les matchs auxquels il a participé cette saison. Donc je l'avais dit que offensivement, on sait que ce gars va pas apporter beaucoup dans le jeu offensif. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'à la 60e, 65e, Antonetti, quand Metz est mené au score, le sort à chaque fois. Hein, c'est pas un événement comme ça, il le fait à chaque fois. Ben ouais, parce que offensivement il apporte pas, mais là défensivement il a été complètement un petit peu à côté de la plaque. Or pourtant c'est son grand atout. C'est là où pour moi il est même l'un des meilleurs parmi le milieu de terrain, c'est ses duels défensifs. Et là, pour le coup, sur ce match, il s'est complètement planté. Donc ouais, il s'est planté, et donc effectivement, je le mets en flop. Je partage aussi tes propos sur Leia Iseka. Dans les faits, il a quasiment pas tiré au but. Il aurait pu être un top légitime dans ce match, mais moi je suis convaincu que si les 20 premières minutes de jeu sont dans la même attention que ce que l'on fait contre Nice, peut-être qu'il est beaucoup plus mis en valeur et peut-être qu'il se crée beaucoup plus d'occasions. Tu vois, donc je partage entièrement ton avis sur le sujet, mais je vais rester comme toi sur bien sûr Monsieur Angban, et donc je vous invite à ceux qui nous écoutaient à nous dire aussi votre flop. On va passer bien sûr au top maintenant. Dis-moi Grenade Forever, quel est ton top pour ce match? On va mettre Thomas Delaine. Donc, Je sais pas si je suis objectif ou pas, mais je trouve qu'il fait quand même un... On peut... Est-ce qu'il est vraiment fautif sur le premier but? Il est au départ de l'action. S'il défend un peu mieux, ça n'apporte peut-être pas le centre, mais il a encore fait un match tellement consistant sur son aile gauche, où c'est lui, surtout en première mi-temps, qui t'apporte du danger. Puis en deuxième mi-temps, avant son but, faut pas oublier qu'il a l'occasion d'égaliser une reprise de volée zlatanesque. C'est vrai. Puis après, il te fait cette percée, il marque du droit, et il a emmerdé les Bordelais en deuxième mi-temps. Et si Sabaly a moins d'impact, surtout à partir de la 30e minute de jeu, c'est en partie parce que Delaine fait un match quand même flamboyant en tant que piston gauche. Hein. Offensivement, oui. Mais dans ce système-là, bah voilà, on a envie de voir un Thomas Delaine offensif, et il le fait bien. Donc, non, il méritait. Ouais, il a vraiment, effectivement, offensivement répondu présent, comme on l'avait vu contre... Papé Matarsar aussi, mais... Voilà, tu me coupes un peu... tu m'as pas un peu, là, parce que, effectivement, j'allais dire effectivement Sarr, parce que Sarr aussi... Sarr était pour le coup le joueur qui avait une immense responsabilité au milieu de terrain, parce que comme on savait que Angban n'allait pas pouvoir apporter offensivement dans ce match, que même s'il allait avoir des rentrants au milieu de terrain, un Pajot allait manquer de rythme. L'autre possibilité comme un Fofana, c'est aussi un profil défensif, donc tu savais que l'apport offensif du milieu de terrain, c'est lui qui allait l'avoir. Avec bien sûr Farid Boulaya, mais surtout lui pour le coup, et en plus avec des responsabilités défensives qu'on avait déjà remarqué contre Nice, et qui font que ouais il est très très important dans ce match. Pareil, hein, moi j'étais un peu zioté des avis un peu plus objectifs que seulement le visuel, parce que le visuel est évidemment très très bon quand tu penses à Sarr, mais Sarr c'est le joueur qui touche le plus de ballons dans cette équipe du FC Metz sur ce match. Donc il est effectivement très contributeur du jeu messin. On mise sur lui quand on veut qu'il aille la balle et qu'il aille apporter une touche importante dans ce milieu de terrain-là. Et il a, pour moi, presque joué pour deux, tu vois, dans l'organisation du milieu de terrain côté messin, quoi. Donc je vais dire effectivement Papé Matarsar. Il y a bien sûr d'autres noms, hein. Tu as parlé de Thomas Delaine, c'est évidemment un très bon choix. On pourrait parler aussi éventuellement des rentrants, mais bon, les rentrants n'ont pas non plus un échantillon hyper large pour pouvoir en faire des tops, même s'ils ont joué important, notamment sur le deuxième but. Boulaya, qui mine de rien, sur ce match, a beaucoup plus eu un rôle d'organisateur que vraiment d'éléments pouvant frapper au but. Il a quand même beaucoup plus contribué aux actions des autres qu'à ses propres actions. Il tire 0 fois au but dans ce match, ce qui d'ailleurs est une première cette saison. C'est la première fois cette saison que Boulaya ne tire pas au but. Donc assez exceptionnel, mais il a par contre contribué beaucoup à d'autres occasions pour ses partenaires, donc il est aussi un top légitime, voilà. Donc vous avez un peu une liste de 3 tops avec Sarr, Delaine et Boulaya. Moi je choisis Sarr, mais vous pouvez bien sûr faire votre choix parmi certains tops possibles, hein. Donc en tout cas voilà, on va un peu vous laisser la main sur cette question du top, hein. Mettez encore une fois dans les commentaires le top que vous préférez. On a fini de parler de ce match en détail, de cette victoire messine 2-1 contre Bordeaux.
Tout ce que l'on peut vous dire, c'est par rapport à la suite des événements. On aura bien sûr un avant-match de la rencontre contre Angers qui sortira le matin du match, où vous pourrez retrouver beaucoup d'éléments en relation avec ce prochain match des Messins qui aura lieu donc mercredi. Par la suite, bien sûr, voilà, on vous l'a dit, mais n'hésitez pas un peu à donner votre impression sur ce match entre Bordeaux et Metz dans les commentaires, votre top et flop. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement et qui vont le faire là à la toute fin de cette vidéo. Merci à toi Grenade Forever, merci pour ta contribution à ce débrief. Merci à toi. Comme d'habitude. Et voilà, donc on vous dit portez-vous bien, bonne semaine à ceux qui commencent cette nouvelle semaine. Et on se retrouve pour l'avant-match de Metz-Angers. Allez le FC Metz.